Vous écoutez Les Dossiers d'Interpol, un podcast européen. Assassins ou trafiquants, victimes ou coupables, égarés dans le grand labyrinthe des frontières et des lois, ce sont les acteurs inattendus des Dossiers d'Interpol. Malgré les catastrophes naturelles et les autres, celles que les hommes fabriquent, il y a tout de même encore des paradis sur la Terre. À San Isidro, par exemple. C'est un quartier résidentiel de Buenos Aires, assez loin du centre, en bordure de l'océan. Alors imaginez une plage de sable fin d'où l'on aperçoit à demi cachée par une végétation tropicale des villas blanches, croulant sous leurs fleurs. Ajoutez à cela des terrasses avec balancelles, des piscines, du gazon anglais et des voitures qui n'en finissent pas. 23 avril 1960. Une limousine rutilante s'apprête à franchir la grille toujours ouverte d'une des villas. Voyons, comment s'appelle-t-elle celle-ci? La Maravilla? Los Modronios? Tiens, elle s'appelle la Petite France. Un bonhomme rondelé sort de la voiture, la soixantaine, le cheveu gris et abondant, l'œil vif. Il est éminemment sympathique et respire le bonheur de vivre. Son nom? Christian de Marquet. Il vit depuis 15 ans en Argentine, où il est arrivé avec femme et enfants, sans parler d'une fortune qui a bien facilité son adoption par la grande bourgeoisie d'affaires de Buenos Aires. Pourtant, il ne fait pas d'affaires, ce monsieur de Marquet. Il vit de ses rentes et patronne un nombre impressionnant de sociétés sportives et d'œuvres charitables. Veuf depuis 10 ans, il a élevé sa fille Maria avec le distingué concours des Sœurs de l'Assomption et il peut être fier du résultat. Maria a toutes les qualités que l'on prête à un ange, ce qui n'a d'ailleurs rien de tellement inattendu, puisqu'elle habite un paradis. Une armée de domestiques assure le confort quotidien, les deux Marquets reçoivent beaucoup et sont beaucoup reçus. Maria n'est-elle pas un des plus beaux partis de la capitale? Bref, la Petite France est une maison où il fait bon vivre et où il est bon d'être vu. C'est sans doute ce que pensent les invités qui se pressent ce soir sous la véranda pour fêter les 20 ans de Maria. Un énorme gâteau domine le buffet. Un orchestre joue des mambos. Les gens bavardent par petits groupes, une coupe de champagne à la main, une atmosphère détendue et pourtant légèrement guindée. La haute société de Buenos Aires a ses traditions et ne s'est pas encore laissée gagner par le laisser-aller des partis chers aux Américains du Nord. C'est sans doute pourquoi Marina, la femme de chambre préposée au vestiaire, regarde d'un œil effaré les deux hommes en imperméable qui viennent d'arriver. « Messieurs, pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas en tenue de soirée. Le carton d'invitation précisait pourtant que... » Écoute, je vais te dire une chose, ma belle, hein? Pas besoin de carton pour nous. Enfin, pas ce genre de carton-là, en tout cas. Et les deux visiteurs éclatent de rire, d'un rire gras qui détonne dans le hall de marbre rose. Marina, qui ne comprend pas un mot de français, appelle le maître d'hôtel. Il arrive, à sourcils levés. « Ces messieurs sont attendus ?» Ces messieurs répondent par une deuxième crise de fou rire. Enfin, l'un d'eux tire de sa poche une carte. L'autre fait de même. « Va porter ça à ton patron, mon vieux, et vite. Dis-lui qu'on l'attend dehors, au bord de la piscine. » Le maître d'hôtel saisit les cartes comme s'il s'agissait d'une paire d'araignées et traverse en diagonale l'immense véranda où le maître des lieux, la main sur le cœur et une coupe de champagne dans l'autre, se livre avec frénésie aux joies de la samba. Un coup d'œil sur les cartes, une brève excuse à sa danseuse, et le voilà sur la terrasse. Est-ce le changement d'éclairage? Son teint hâlé est devenu gris. Quelques marches, une allée au bout de laquelle il aperçoit étendus dans des transats deux hommes qui se lèvent en le voyant, deux hommes qui lui rappellent que le passé colle aux semelles, même quand on a changé de souliers. Les deux hommes vont à sa rencontre. Ils sourient de toutes leurs dents. « Alors, Tino, comment on se retrouve ?» Christian de Marquet serre les poings au fond de ses poches au lieu de serrer les mains tendues. « Que venez-vous faire ici ?» Angelo fait sardi ricane. « Prendre du bon temps ? Après 15 ans de cabane, tu crois que c'est volé ?»
Que venez-vous faire ici, chez moi? Marino Fieschi, pouf de rire, chez toi? Mais Angelo vient de le dire, se reposer, s'amuser, se laisser vivre. Et tout ça à tes frais, naturellement. Quoi? Oh, pas la peine d'aboyer, Tino, t'as très bien compris. Tu vois, on a des ennuis d'argent, forcément, la tôle, ça n'a jamais rapporté grand-chose, hein. Alors, comme il paraît que t'es plein aux as et que tu chantes bien, Christian de Marquet ne domine plus sa fureur. Les mots sifflent entre ses dents. Écoutez-moi bien, les gars. Vous allez repartir comme vous êtes venus, hein. Trouvez un autre gogo. Ici, ce n'est pas la bonne adresse. Je n'ai plus rien à voir avec des types comme vous. Et je vous rappelle que ce n'est pas de ma faute si vous avez tiré 15 ans. Angelo prend une voix douce. Mais qui a dit le contraire, Tino? T'as toujours été régulier. C'est pour ça qu'on t'aime bien. Alors, raison de plus pour nous reposer chez toi. Et si je refuse? Deux grands sourires montrent les dents. Oh, c'est très simple. La police d'ici saura demain la nature de tes rentes, ton vrai nom, ta condamnation en France, 20 ans par contumace. Et qu'est-ce que tu crois qu'elle fera, la police? Hein, Tino? Constantin Marquez, dit Tino, alias Christian de Marquet pour la bonne société, glisse un doigt entre son cou et le col de sa chemise à jabot. Oh, on pourrait croire qu'il est sur le point d'étouffer de rage, mais non. Il sourit. Eh bien, venez. Je vais vous conduire à vos chambres et vous faire monter des smokings si vous désirez assister à la soirée. Et comment? Angelo et Marino ont répondu d'une seule voix et rengainés d'un même geste leur revolver. À partir de cette maudite soirée, la vie bourgeoise de la petite France va connaître bien des vicissitudes. Le lendemain même, Christian de Marquet conduit sa fille à l'aéroport. Il a gardé à Paris de bons amis qui l'hébergeront jusqu'au départ des énergumènes. Quand on a affaire à de tels voyous, la moindre des précautions est de mettre en sûreté son bien le plus précieux. Angelo et Marino jouent les éléphants dans un magasin de porcelaine, terrorisent la domesticité, font du stock-car avec les voitures. En 15 jours, le paradis est devenu un enfer. Et puis soudain, c'est l'oasis. Les deux intrus sont partis au volant du break. Le jardinier en profite aussitôt pour réparer ses plates-bandes, le chauffeur pour décabosser les voitures et le maître des lieux pour recevoir quelques amis et faire ainsi taire les ragots. Mais une nuit, un peu avant l'aube, des rires et des coups de klaxon annoncent le retour des truands. Oh, ils ne sont pas seuls, loin de là. Débordant du break, dont le toit est ouvert, une dizaine de femmes chantent à tue-tête en agitant des foulards. Et puis tout ce monde se répand dans les jardins, les chambres, les salons, et bientôt la petite France fait penser à ces maisons très fermées qu'on appelle ici casitas. Cette fois, la mesure est comble. D'autant plus que, tout en jouant avec son revolver, Marino demande une augmentation. Tu sais, Tino, $1000 par semaine avec la vie que tu nous fais mener, c'est une misère. Alors à partir d'aujourd'hui, c'est toujours $1000. Seulement c'est par jour. Pour ce qui est de ces dames, elles se plaisent tellement ici qu'elles vont y rester un moment. C'est tellement plus pratique. De Marquet grince des dents. Je vous défends de transformer ma maison en... Angelo et Marino s'amusent beaucoup. Dire qu'il en a vécu pendant toute sa vie et qu'il nous fait la morale. En tout cas, maintenant que nous t'avons retrouvé, tu n'es pas prêt de nous voir repartir. La poule aux œufs d'or, c'est Tino. Angelo rectifie, dit plutôt le coq. Il chante si bien. Et c'est le fou rire. Un fou rire qui les empêche de voir un éclair froid dans les yeux de Tino. Écoutez les gars, je me suis montré compréhensif, mais les limites sont franchies. Vous remportez les filles et vous prenez vos clics et vos claques. Je vous laisse le break. C'est mon dernier cadeau, compris? Marino fait virevolter son revolver. Dis donc, Tino, tu te crois fort parce que ta fille est à Paris? Mais on connaît l'adresse. C'est chez Doumic, 80 avenue Paul Doumer. Tu vois, je te bluffe pas. Alors, si tu fais la mauvaise tête, ta fille, elle pourrait mal tourner. Tu vois ce que je veux dire?
Et elle pourrait revenir plus tôt que prévu, mais pas chez son papa. Marquez baisse la tête, il est vaincu. Ils doivent avoir des antennes partout. 15 ans de tranquillité, ça ne pouvait pas durer. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire en face de ces tueurs qui sortent leur revolver comme un paquet de cigarettes et qui peuvent, sur simple lettre anonyme, ruiner en quelques mots une réputation? Marquez garde la tête baissée. Fieschi et Fessardi ricanent. Ah, il est beau le caïd qui faisait trembler tout Marseille. Regardez-le, une loque, parce qu'on le menace de toucher à sa fifille. Les délices de Capoue ne lui ont pas réussi. S'ils avaient le cerveau un peu moins épais, les deux gangsters sauraient qu'en ces sortes d'affaires, la pire des erreurs est de sous-estimer l'adversaire. Jusqu'à quel point Marquez est-il devenu démarqué? Jusqu'à quel point le notable a-t-il tué le caïd? Faute de s'être posé ces questions essentielles, Fessardi et Fieschi ont signé ce jour-là leur arrêt de mort. Les dossiers d'Interpol, un podcast Europe 1. Camouflé sous l'apparente lâcheté de Christian de Marquet, le caïd Constantin Marquez se réveille. La patience n'est plus de mise. La vie de Maria est en danger. Quant au scandale, il peut éclater d'un instant à l'autre. Déjà des bruits circulent sur les soirées d'un nouveau genre qui se donne la petite France et sur les drôles de manières de leurs animateurs qui sortent à tout bout de champ leurs revolvers dans les bars de la capitale. Le directeur de la Sûreté, qui est un ami intime de Christian de Marquet, lui laisse entendre qu'il ne pourra bientôt plus fermer les yeux sur les frasques de ses invités. Il faut agir, et vite. Marquez sait qu'il peut compter sur Augustin, un ancien truand, qu'il a tiré d'un mauvais pas en l'engageant comme chauffeur. Il mesure 2 mètres et pèse 120 kilos. Une recrue qui fait le poids. Mais les filles... Oh, un paquet de pesos leur fermera les yeux et les oreilles. Pourquoi défendraient-elles ces hommes qui les ont traités comme du bétail? C'est curieux, Marquez se surprend à penser comme le ferait de Marquet s'il existait vraiment. Mais cette nuit-là, Marquez dit Tino va balayer 15 ans d'oubli et une dernière fois mener la danse. Une danse de mort. Tout a été minutieusement préparé, le soporifique versé dans le whisky avec la complicité d'une des filles promues barmaid, la balle dans la tête avant que les tueurs aient eu le temps de dégainer, la musique de jazz a couvert le bruit et pour tout arranger, ils étaient déjà ivres morts avant de mourir pour de bon. Oui, vraiment, il n'y a eu aucun problème. Marquez n'a pas perdu la main. Tout au fond du parc, derrière un bosquet, 2 fosses profondes creusées par Augustin reçoivent les corps. De la chaux vive est versée dessus pour supprimer toute odeur au cas où des chiens policiers viendraient fourrer leur nez dans les parages. Les domestiques qui logent dans un pavillon n'ont rien pu entendre. Dans la matinée, Augustin accompagne ses dames à une station de taxi. L'argent de poche des défunts gonfle leurs sacs. Les adieux sont déchirants. Elles ne parleront pas. Néanmoins, Marquez juge plus prudent de mettre pour quelque temps l'Atlantique entre lui et la police. Il convient d'un code avec Augustin. Si la disparition des 2 hommes n'a pas fait de remous, et pourquoi en ferait-elle, il rentrera dans 1 mois avec sa fille chérie et la vie reprendra comme avant. Dans l'avion, Marquez éprouve de curieux sentiments. Pour la première fois, il sent nettement 2 hommes en lui et il s'aperçoit que le vocabulaire change avec eux. Ainsi, pour Marquez, le double crime est un règlement de compte, mais pour de Marquet, c'est l'œuvre d'un justicier. En dessous des nuages, c'est la France. N'est-il pas risqué de se jeter dans la gueule du loup? Mais non, ses faux papiers sont à toute épreuve, ses cheveux sont devenus gris, ses lunettes sont teintées, son poids a augmenté de 20 kilos. Qui le reconnaîtrait? Et puis Maria l'attend. Sa Maria pour qui il a eu si peur. Il va louer 2 chambres dans un hôtel discret et confortable et se faire tout petit, en attendant le feu vert d'Augustin. L'alerte a été chaude, mais tout va bientôt rentrer dans l'ordre.
Quelques jours plus tard, la police argentine est saisie d'un mandat international signé de Louis Sorey, juge d'instruction du tribunal de la Seine. Interpol Paris bouge. Interpol Paris s'inquiète de la présence dans une villa de Buenos Aires de 2 hommes de la pègre marseillaise, Fieschi et Fessardi, qui font à nouveau parler d'eux. La lettre anonyme qui dénonce leurs activités ne fait pas état de la véritable identité du propriétaire de la villa en question. Par quel miracle? Oh, il n'y a pas de miracle. Marquez a rompu avec son passé, c'est vrai, mais il n'a pas rompu avec le milieu. Il y a même conservé de bons amis, de chers amis, qui, moyennant finance, savent se taire au besoin et égarer la police. S'appeler De Marquet, c'est une couverture qui coûte cher, mais c'est du cousu main. Pourtant, le 31 mai, la police franchit le seuil de la petite France. Perquisition. Interrogatoire des domestiques. Tous les témoignages concordent. Oui, 2 messieurs sont venus passer quelques jours. Oh, bien sûr, ils faisaient un peu la fête, et monsieur n'était pas très content. Mais ces dames sont reparties et ces messieurs aussi. Quand? Ah, eh bien, le lendemain du jour où monsieur a pris l'avion pour aller chercher sa fille à Paris. Non, ils n'ont pas dit où ils allaient, mais ils ont parlé du Venezuela. L'inspecteur Diaz ne s'éternise pas. Ces histoires d'orgie, c'est sans doute très exagéré. Le seul point qu'il aimerait bien élucider, l'inspecteur, c'est la raison pour laquelle un homme comme De Marquet a pu si longtemps supporter de tels individus. Des types fraîchement sortis de prison. Comment les connaissait-il? Il est vrai qu'à Buenos Aires, il s'occupait du reclassement des anciens détenus. C'était peut-être une histoire du même genre. 25 juin, 18h. L'avion de Buenos Aires part dans 35 minutes. Orly fourmille de voyageurs. C'est le début des vacances. Dans la salle des départs, un petit homme rondelé tient par le bras une ravissante jeune fille, aux yeux rougis de larmes. Elle serre contre son nez un mouchoir roulé en boule et semble en proie au désespoir. C'est du moins ce que pense le commissaire de l'aéroport, qui observe toujours avec une vigilance particulière les départs pour Buenos Aires. Des couples comme celui-là, il en a déjà vu des dizaines. Et une fois sur 2, il s'agissait d'une pauvre fille à moitié droguée, emmenée de force par un souteneur à destination d'une de ces casitas d'où l'on ne revient pas. Et oui, c'est que la traite des Blanches, ce n'est pas une légende des temps passés. Le commissaire Rosier veut en avoir le cœur net. Après tout, un simple contrôle d'identité, ça n'a jamais fait de mal aux honnêtes gens. Il s'approche, sort sa carte. Si vous voulez bien me suivre. Le petit homme se rebiffe. Il regarde autour de lui. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Le commissaire a une phrase toute prête. Nous contrôlons toujours l'identité d'1 ou 2 voyageurs pris au hasard. Il y en a pour 1 minute, monsieur. Le petit homme paraît rassuré. Attends-moi ici, Maria. Mademoiselle peut venir aussi, ça ne sera pas long. Les services de l'anthropométrie, en liaison constante avec Orly, viennent de rendre leur verdict. Les empreintes digitales sont celles de Constantin Marquez, condamné en 1945 à 20 ans de réclusion criminelle et recherché depuis 15 ans sur tous les continents. Le commissaire Rosier est stupéfait. Mais c'est un malin, il ne le montre pas. La chance lui a souri. Pourquoi en faire état? Il préfère que l'on mette son magistral coup de filet sur le compte de son flair plutôt que sur celui du hasard. Et il n'est pas prêt d'avouer qu'il a pris pour des larmes de désespoir un très banal rhume des foins. Vous venez d'écouter Les Dossiers d'Interpol, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus.